Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto avec pas mal d'actualités et on finira par le suivi du DCA Challenge Bourse. Donc on est parti, on commence en premier par le VIX qui s'est une nouvelle fois effondré au cours des 5 derniers jours, moins 6%, alors que la semaine dernière déjà il avait énormément baissé. Donc on est sur un marché pour le coup qui est vraiment optimiste sur ce qui va se passer au fur et à mesure des prochains mois, que ce soit par rapport à l'inflation, aux conflits géopolitiques, au chômage qui est présent dans différents pays, au taux des banques centrales, etc. Donc, si vous êtes positionné depuis pas mal de temps dans le marché, c'est-à-dire que ça fait que 1 an ou même 3-4 ans, et ben juste, c'est très très cool et on a des portefeuilles qui sont vraiment plus que dans le vert. Donc ça fait plaisir. Après, faut faire attention, c'est pas tout le temps ça. La bourse, il y aura des périodes où ça sera vraiment plus compliqué. Surtout que là, le VIX 12,28, c'est un niveau qu'on n'a pas atteint depuis quasiment 5 ans. On l'avait en 2019, un VIX voilà, à 12,34. Donc voilà, encore une fois, très souvent, quand le VIX est extrêmement bas, des fois, au bout d'un moment, ça se retourne et il se passe quelque chose dans le monde, un événement, comme on avait eu en mars 2020, qui fait que on a un VIX qui explose et donc là, les marchés, les indices qui s'effondrent. Mais dans tous les cas, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que vous avez investi il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est très intéressant. Et si vous investissez aujourd'hui, oui, le marché est cher, mais si vous avez un horizon d'investissement de 20 ans, vous en foutez littéralement de payer plus cher aujourd'hui. C'est vraiment pas dérangeant si vous êtes investi sur 20 ans. Après, voilà, il y a toujours un risque, c'est sûr, à court terme, sur 1, 2, 3 ans, 4 ans, de voir son investissement perdre moins 20, moins 30%, etc. Et du coup, si on se met rapidement sur les indices, alors le marché français, 5 derniers jours, 0,83, donc il est encore en hausse. Donc depuis le début de l'année, on est à plus 15. On peut le voir depuis ici, c'était fin octobre, on a une remontada, on est passé de 6800 points à aujourd'hui, c'est quasiment 7600. Et le S&P 500, alors là, c'est vraiment le spectacle depuis le début de l'année. On est à plus 23%. Donc là, on est vraiment pas sur le all-time high, mais on est vraiment pas loin. Si on se met sur 5 ans, on peut voir qu'il est ici, la TH, à 4766. Concrètement, il manque pas grand-chose pour le faire monter à ce niveau-là. Et vous pouvez voir, sur les 5 dernières années, on est quasiment sur du moyenné, sur du 20% par an. Donc, espérons que ça puisse se reproduire au fur et à mesure des prochaines années. Mais encore une fois, normalement, le marché boursier, que ce soit sur le S&P, on est plus autour des 8% par an. Donc, voilà, il faut le prendre en considération. C'est pas tout le temps comme ça. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus difficile. Après, au niveau de la map du S&P, on va le voir, en fait, c'est pas forcément toutes les GAFAM qui ont poussé cette semaine, mais notamment, en fait, énormément d'actions qui ont eu des belles performances dans le vert. On peut voir ici microprocesseurs, donc on a eu du AMD, TXN, ADI, MU, etc. Et là aussi, vous en avez pas mal dans le domaine financier, juste ici, donc S&P Global, qui est l'émetteur qui est l'entreprise qui crée l'indice. Et là, on en a d'autres juste là. Pareil, ici, vous pouvez voir entreprise Boeing, etc., etc. Donc finalement, au niveau des GAFAM, ça n'a pas trop bougé, hein. Mis à part Tesla qui a fait quasiment plus 4, mais sinon pour Google, Microsoft, Apple, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais on a un indice américain, pour le coup, qui a très bien performé cette semaine. Maintenant, au niveau des actualités, on a pas mal de choses, hein. Principalement, encore une fois, ici, les revenus et les dépenses des ménages. Ça, c'est un élément qu'on regarde. Et aussi le corps PCE. Donc ça, c'est des éléments qu'on regarde beaucoup la Fed et Jérôme Powell directement au niveau de leur gestion des taux de la Banque centrale. Donc à travers finalement combien dépensent les ménages, au-delà de ça, quels sont leurs revenus. Si imaginons on a des ménages qui ont gagné beaucoup d'argent, forcément ils vont avoir tendance à plus dépenser et à plus consommer. Et inversement, s'ils gagnent moins d'argent, ils consomment moins. Et donc ça permet aussi de faire en sorte qu'au niveau de l'inflation, ça soit totalement différent que si les gens ont beaucoup d'argent à mettre directement dans des produits et des services. Et après, on a aussi le FOMC juste là. Donc ça sera le 3 janvier. Donc ça, c'est le mois prochain, autant pour moi. Donc cette semaine, on a ces parties ici, notamment au niveau des revenus et des dépenses des ménages, ça va être important, et le corps PCE juste là. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, on passe à notre euro-dollar. Et au niveau cette semaine, on est à plus 1%. Donc notre euro, voilà, a pris un tout petit peu du poil de la bête, il est monté quasiment jusqu'à un 10, et là, pouf, comme s'il y avait finalement des personnes, notamment c'est sûr que c'est ça, des personnes qui ont des ordres à indice pour vendre, et donc du coup il est un peu retombé, et après depuis, voilà, si on regarde, allez, on va se mettre sur 1 an, notre euro, on peut voir c'est un peu les montagnes russes. C'est marrant parce que on a l'impression que quand on a de l'euro ou du dollar, peu importe,
que finalement, bah, il y a pas de volatilité, quoi. 1 € est égal à 1 €, mais en réalité, non, il y a des monnaies, qui peuvent s'effondrer. Là encore, l'euro, c'est une grosse monnaie avec le dollar, donc ça, on le remarque pas trop ici, la volatilité importante, parce que sur 5 ans, on peut voir -4%, mais sur certaines paires, mais en fait, on peut voir du +70, -30, -40, du +10 sur une semaine, -15 dans le mois d'après. C'est assez incroyable. C'est pour ça que c'est important finalement, si on peut, de s'exposer à différentes devises. L'euro est une grosse devise, mais ça peut être aussi le dollar, ça peut être aussi le franc suisse. Après, on a Orpea qu'on garde pour l'instant au niveau des bilans de la semaine tant qu'on n'est pas en dessous des 1 centime. Donc on y est encore pour le moment. Les 5 derniers jours, Orpea plus 1,37 juste ici. Donc la capitalisation, là on est à 2 milliards. Je sais pas, elle était de combien la capitalisation, mais c'est un multiplicateur qui était énorme. Donc là, ça s'est vraiment effondré. Donc on va regarder ici ce qui s'est passé, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé là. On est passé de 7 centimes à 60 centimes. Donc, des fois, il se passe des choses. Ça, c'est des personnes, des traders peut-être qui sont rentrés. Ça fait rentrer des gens. Ils se sont dit, ah, ça remonte, ça repart. On va retrouver nos niveaux d'avant. Et non, c'est reparti directement à la cave. Après, les cryptos. Alors là, les amis, les cryptos, ça va. Moi, je trouve ça plutôt bien d'avoir des cryptos qui corrigent, qui commencent un peu à corriger, parce qu'au bout d'un moment, ça peut pas monter en ligne droite comme ça. Et encore une fois, moi, je trouve ça totalement normal, hein, il faut que ça corrige aussi au bout d'un moment, parce que si ça monte de manière parabolique, ah, clairement, ça va aussi descendre de manière parabolique. Donc, on se construit petit à petit une hausse au niveau des cryptos. Donc, un Bitcoin quasiment à 42 000, ce qui est vraiment énorme, hein. Au niveau du début de l'année, on était peut-être à 19 000, quelque chose comme ça. Donc, voilà, on est sur un très très gros niveau déjà. Ethereum qui est un peu à la traîne, hein, par rapport à Bitcoin. Bitcoin, là, au niveau de son retracement, il est peut-être à moins 40%, quelque chose comme ça, quand il avait atteint autour des 63 000 dollars. Ethereum, pour le coup, il est toujours en dessous des moins 50%, parce qu'on avait eu un ATH à plus de 4 400. Et après, au niveau des autres cryptos, Solana qui avait énormément remonté depuis le début de l'année, bon, il est encore très très haut, hein, mais après un petit moins 5, Avax moins 6. Mais concrètement, les cryptos, il s'est pas passé grand-chose, et c'est normal d'avoir des petites corrections. Et là, moins 1, c'est gentil. Alors là, on est sur un jour. Si on se met sur la semaine, voilà, moins 4, moins 5. Franchement, c'est raisonnable. Et après, certaines AVAX ici, on peut voir plus 30. Donc, je trouve ça plutôt normal, hein, sur cette partie. Et la dominance du Bitcoin, ici, on est toujours à 50% par rapport à cette partie. Ensuite, les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est assez intéressant. C'est notamment les followers sur Twitter des échangeurs, donc des plateformes. Si je vais sur Xpend, là, ce qui est assez intéressant, c'est que sur un an, quand même, on peut voir qu'il y a eu pas mal de personnes qui se sont abonnées sur Twitter à des exchanges, et souvent c'est le cas, hein, si on se met sur All ici, vous pouvez le voir là 2021, et ben les exchanges prenaient un nombre d'abonnés qui était stratosphérique, donc Binance principalement, c'était la ligne rouge. Et ici, on dirait qu'il y a un petit regain, mais c'est vraiment une nouvelle fois léger, hein. C'est léger, mais voilà, on dirait que voilà, il commence à avoir quelques followers qui commencent à arriver, et donc ça peut être un bon point, mais on est toujours sur pour le moment un marché où il y a très peu de nouveaux entrants. Et même si les cryptos ont monté depuis le début de l'année, bah, c'est principalement des personnes qui sont déjà dans le monde des cryptos, qui ont investi, hein. Il n'y a pas vraiment de nouveaux entrants. La page vue de Bitcoin, pareil, hein, sur Wikipédia. Après, c'est normal, au fur et à mesure du temps, c'est normal que moins de personnes aillent sur la page Wikipédia, mais on peut voir que sur 12 mois, concrètement, on ne peut pas dire qu'il y a une hausse réelle, il y a eu un tout petit peu plus d'intérêt, mais c'est très très léger. Après, peut-être que les fêtes là qui arrivent, parce qu'on est fin décembre, vont faire aussi en sorte que certaines personnes qui sont dans le domaine des cryptos, qui ont fait de l'argent avec les cryptos, vont en parler à des amis, à des membres de leur famille. Ah bah tiens, moi j'ai gagné ça avec les cryptos. Il va y avoir peut-être aussi des personnes qui offrent en cadeau des ledgers, etc. Donc ça peut peut-être voilà, faire un petit peu monter l'intérêt potentiellement. C'est pas sûr. On verra tout ça en janvier. Et pareil, si on descend pour les youtubeurs crypto, alors aux US, voilà, c'est toujours le calme plat, hein. Voilà, ça fait vraiment pas beaucoup de vues par rapport à, encore une fois, à 2021, où vous voyez là, c'était explosif. Là, on est quasiment sur des plus bas historiques au niveau de ces youtubeurs crypto qui sont des très très gros youtubeurs. Donc, on verra tout ça, mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt par rapport à ce marché, malgré le fait que on ait des cryptos qui ont pas mal monté. Après, aussi, MRVZ Score, c'est un indicateur que j'aime bien regarder au niveau de Bitcoin. Donc,
en général, cet indicateur prend en élément plusieurs éléments, hein, la market cap, et cetera au niveau du marché et cetera. Mais, pour faire simple, là, dès que vous voyez des grands pics et cetera, bah, c'était des périodes, de bull run. Donc on en a un là et un là. Donc on a 2012, on a 2017 et on a 2021. Et concrètement, bah, dès qu'on est dans la zone verte, c'est qu'en termes de zone d'accumulation, bah, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été des très bonnes zones. Encore une fois, c'est qu'un indicateur, donc faut faire très attention. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur les 3 derniers bull run, bah, ça a été vraiment des zones exceptionnelles d'accumulation. Petit à petit, on peut voir que ça va. Au début, ça allait très très bas, ça allait même en dessous du vert. Après, on était dans le vert. Et là, on peut voir que la dernière, bah, on a été dans le vert, mais on n'est pas descendu en dessous. Après, ça peut, comme vous le pouvez voir ici, remonter et ensuite redescendre ici, vraiment dans une zone bah, là où c'est un petit peu la panique, hein. Dans le vert ici, c'est quand on avait la chute de FTX, qu'on a eu Luna, qu'on a eu tous ces éléments-là, on a eu Celsius. Concrètement, personne voulait des cryptos à ce moment-là. Mais en réalité, c'est vrai que c'est quand même les meilleures zones d'accumulation. Mais on a toujours peur à ce moment de se dire, mais est-ce que c'est pas la fin, quoi? Il y a tout qui crache, tout s'effondre. Après, voilà, ça, c'est à chacun de prendre aussi son risque à ce niveau-là. Parce que comme tout investissement, bah, c'est risqué, hein. On peut s'y exposer, mais si on met 100% en crypto, bah, il faut être prêt à avoir 100% potentiellement des gains, mais aussi potentiellement une belle perte aussi. Donc ça, c'est à chacun de voir. Mais en tout cas, voilà, MRV Score, on peut voir qu'actuellement, il est même pas à 2. Et même si c'est un indicateur qui se compresse petit à petit, bah, concrètement, imaginons il y aurait un vrai bull run, on pourrait peut-être aller à 4, aller même à 5 juste ici. Donc on en est très très loin. Après, bien entendu, si imaginons là les ETF spot sont refusés, il y a plein de problèmes, il y a une interdiction des cryptos aux États-Unis, c'est un peu le carnage. On peut voir un Bitcoin qui retrace sévèrement et on va vers les tréfonds tout en bas juste ici. On verra bien. En tout cas, moi je suis plutôt optimiste, mais encore une fois, je me dis là ça a déjà pas mal monté. Moi j'accumule plus du tout de crypto. Dès que ça a dépassé 30 000 $ un Bitcoin, j'ai complètement arrêté d'investir. Ensuite, donc là actuellement on est à ce niveau et les actus au niveau des cryptos. Donc après Binance, on a KuCoin, donc il y a aussi un gros échangeur, donc une amende aux USA. Après rien à voir avec pour le coup Binance, hein. Binance, ils ont une amende de 4,3 milliards de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est stratosphérique même pour une énorme entreprise. Des milliards d'amendes, c'est juste fou. Et là, pour le coup, KuCoin, on est sur 22 millions. Donc ça paraît tellement ridicule par rapport à Binance. Après, ils sont plus petits que Binance, hein, c'est sûr. Mais en réalité, c'est quand même déjà une somme. Et pour le coup, ils ont dû du coup payer cette amende pour arrêter les poursuites directement de New York. En fait, hein, il y a des poursuites qui se faisaient. Donc, ils ont payé et ça a arrêté cette partie-là. Après, à voir ce que ça va donner au fur et à mesure des prochains mois. Ici, le Qatar va-t-il vraiment investir 500 milliards de dollars dans le Bitcoin? Alors ça, pour le coup, c'est un influenceur, je dirais, enfin, c'est un influenceur, un petit peu un influenceur en soi. Donc, Max Keiser sur Twitter et pour le coup, c'est un Bitcoin maximaliste. Vraiment, lui, il est 100% pro Bitcoin. Et pour le coup, il a fait un tweet en disant j'ai un mot pour vous, fans de bougies divines Bitcoin à 100 000, Qatar. Les rumeurs deviennent très insistantes à ce propos. Leur fonds souverain sera en train de chercher à acheter pour un demi-trillion de dollars de Bitcoin. Alors, il faut savoir que c'est vraiment énorme, hein, pour le coup, 500 milliards de Bitcoin, en sachant que la capitalisation de Bitcoin, si on va voir rapidement, Bitcoin, est-ce qu'elle a indiqué là la capitalisation? Alors là, on a la supply. Tac, la market cap, elle est là. Elle est de 816 milliards. Donc, pour le coup, 500 milliards, c'est quasiment le marché actuel en Bitcoin. Donc, imaginons où ça irait très très loin et finalement, en termes il n'y aurait même pas assez de Bitcoin, clairement, hein. Il n'y aurait pas assez de ventes pour faire monter à un niveau qui serait tellement élevé. Mais encore une fois, c'est une rumeur et c'est ça, il faut vraiment faire hyper attention. Et un petit peu plus bas, moi, c'est pour ça que j'aime bien prendre à chaque fois Cryptos parce qu'ils expliquent un petit peu tout. Donc là, je vous inviterai à aller voir. Mais pour le coup, ils expliquent aussi pourquoi ça pourrait être potentiellement intéressant pour le Qatar, pourquoi aussi il pourrait potentiellement se positionner, ça pourrait être quelque chose de vrai. Donc c'est vraiment pertinent. Et d'ailleurs, on peut voir, alors je vais essayer de retrouver les éléments où c'était dit. Mais on a, alors c'est pas, je sais pas s'ils appellent ça un roi là-bas. En tout cas, cette personne, la Mansour bin Ibrahim Al Maoud, donc il avait, au début, il était vachement contre les cryptos. Au final, en juin 2022, il avait dit qu'il étudiait la possibilité d'investir dans la nouvelle technologie, dans la technologie blockchain. Et après,
un petit peu plus tard, bah, il a parlé aussi qu'il aimerait du coup potentiellement investir sur cette partie-là dans les années à venir. En fait, c'est un fonds souverain, donc c'est un fonds qui a énormément d'argent à investir. D'ailleurs, ils ont déjà beaucoup investi en fait dans les nouvelles technologies, dans l'IA, etc. Et après, à voir ce que ça donnera en tout cas au fur et à mesure des prochains mois et des années. Mais il faut faire vraiment gaffe à Twitter et même à YouTube et à tout parce que les rumeurs comme ça peut être vrai comme totalement faux. Donc, faut pas FOMO dès qu'il y a une news comme ça parce que très souvent, c'est pas toujours vérifié. Ensuite, la SEC repousse à 2024 sa décision quant aux ETF Ethereum au comptant. Alors, il faut savoir que certaines disaient que enfin, il y avait une date limite qui me semble était début janvier, qui était je crois le 6 ou 7 janvier pour certains ETF. Donc je crois que c'était ça, c'était Invesco et Galaxy Digital. Au final, ils vont repousser, visiblement, je crois que c'est en février, donc 6 février 2024. Donc ils reculent d'un mois la décision, donc il y aura un petit peu plus d'attente par rapport à ça. Donc peut-être pour prendre plus le temps d'analyser les demandes, etc. Donc à voir, hein, encore une fois, ce que ça donnera. Est-ce que ça sera accepté? Est-ce que ça sera refusé? Si c'est accepté, bah potentiellement ça sera peut-être sell the news. Et à l'inverse de ce que pourrait tout le monde penser, ça va pas partir en flèche, mais ça va être plus sell the news. Ou peut-être que ça va partir en flèche et si c'est pas accepté. Par contre là, il y a quand même de fortes chances que ça corrige assez sévèrement parce que le retail va vendre et risque de paniquer par rapport à ça, même si ça serait potentiellement accepté 6 mois plus tard, il y aurait une vente, enfin, des ventes importantes. Et on finit par le DCA. Donc où est-ce qu'on en est? Ben, sur la semaine, ça n'a pas été terrible, hein. Si on se compare au S&P 500, on peut voir 0,88 juste ici. Pourquoi? Parce que j'ai notamment pas mal d'investissements sur l'Europe et l'Europe face aux USA, ça se fait vraiment exploser. Et donc si on va voir le S&P sur la semaine, il a fait 2,74. Le CAC 40, il a fait 0,83. Donc concrètement, j'ai fait un peu la performance du CAC 40. J'ai fait 0,88 parce que bah, les entreprises européennes sont à la traîne par rapport aux entreprises notamment américaines. Donc voilà par rapport à ce bilan de la semaine, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici si vous voulez aller les voir. Je vous souhaite aussi vraiment de passer de bonnes fêtes, profiter de vos proches, vos amis, etc. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.